Bonjour à tous, deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'Info et l'invité politique. Aujourd'hui, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Michael Zamès, le rédacteur en chef de Public Sénat. Bonjour. Bonjour à tous. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal, 9 journaux sur le territoire français. Merci d'être là présent. 9 journaux de la presse quotidienne régionale, bien sûr. Du Progrès de Lyon aux dernières nouvelles d'Alsace. Merci d'être là. Éric Coquerel, le gouvernement présente ce matin la réforme de l'accès à la faculté. La ministre Frédérique Duval ne prononce plus le mot de sélection. On en a parlé dans la première partie de cette matinale d'info. Ni de prérequis d'ailleurs, mais simplement le mot d'accompagnement des bacheliers. Est-ce que dire le mot sélection dans ce pays, c'est franchir une ligne rouge pour vous ? Oui, bien sûr, mais c'est pas seulement le dire, c'est le faire qui serait une ligne rouge. Pourquoi ? Parce que la richesse de notre pays, une des grandes richesses de notre pays, c'est la capacité intellectuelle, de savoir, de qualification, d'éducation de notre jeunesse. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on ne devrait jamais mégoter. On a voulu que 80% d'une tranche d'âge soit au bac. Bon, c'est pas pour faire en sorte qu'elle s'arrête au bac. On voit bien que toute la question qui se pose ici, c'est pas de réfléchir à l'intérêt général de la société, c'est de ne pas mettre plus de moyens dans des universités pour en construire d'autres, pour les agrandir. Bon, donc la sélection à l'université serait un aveu d'échec absolument terrible de la part du gouvernement, parce que ça ne serait ne pas pouvoir faire face à ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire une population toujours plus éduquée, qualifiée, et qui peut justement être capable de répondre à tout ce qui se pose comme défi à notre société. Je pense à la transition énergétique, je pense à la bifurcation écologique de notre économie. Et en même temps, les étudiants aujourd'hui, ils se mobilisent, en tout cas les syndicats d'étudiants se mobilisent en disant c'est une sélection déguisée. Ils appellent déjà à des manifestations. Est-ce que vous allez les soutenir dans ce combat, à descendre dans la rue ? Alors, vous savez, ça me fait penser un petit peu aux ordonnances de loi travail. On a eu en face de nous une majorité qui nous a dit « Ah, mais c'est pour le dialogue social, c'est pour plus de concertation ». On était en train de casser les lois qui protégeaient les salariés, on était en train d'affaiblir les syndicats, donc on faisait en réalité l'inverse de ce qu'on disait. Et là, j'ai bien peur que ça soit la même chose. C'est-à-dire que le mot sélection ne soit jamais prononcé, mais on parle de filtrage, on parle d'accompagnement, mais avec, en dernière instance, l'idée que tout lycéen aujourd'hui ne peut pas aller dans l'université de son choix. Donc vous dites sélection déguisée, vous aussi. Manifestement, c'est ce qui apparaît. Alors je vais attendre un peu plus les textes. Je vois que les syndicats étudiants le dénoncent en tant que tel, donc leur parole est importante. Et manifestement, ça a l'air de plus en plus d'une opération déguisée. Vous savez, ce gouvernement, il a un côté orwellien. C'est-à-dire, Orwell, vous savez, c'était 1984, oui, la paix, c'est la guerre, etc. Donc il dit exactement l'inverse de ce qu'il fait. Et en utilisant les mots, c'est de la communication. Est-ce que ça va marcher ? J'en sais rien. Mais dans les faits, effectivement, on ne va pas mettre en place les dispositions qui permettent à tout lycéen d'aller dans la faculté de son choix. Pour le moment, la jeunesse, elle ne s'est pas mobilisée au point que hier, Jean-Luc Mélenchon dit « Ben oui, on a perdu la première manche ». Il y a un coup de mouche chez les Insoumis ? Il a dit pour l'instant. Il a dit pour l'instant, voilà. Mais... Écoutez, non, c'est pas un coup de mou pour les Insoumis. Les Insoumis, vous savez, on a fait un rassemblement le 23 septembre qui a bien marché quand même, 150 000 personnes dans les rues de Paris. Mais ce qu'on constate pour le moment, c'est que ce soit du côté de la mobilisation sociale, que ce soit du côté de la mobilisation de la jeunesse, effectivement, on n'a pas la concrétisation de ce qu'on sent. On sent un mécontentement incontestable. Les gens ne sont pas satisfaits du budget d'austérité qu'on est en train de mettre en place. Ils ne sont pas satisfaits des ordonnances qui cassent le code du travail. Les jeunes ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils sont rentrés à l'université. Parce que là, on parle de texte, mais concrètement, c'est quoi ? C'est des amphis absolument surchargé. C'est une méthode d'APB qui finit sur du tirage au sort, ce qui est évidemment insupportable. Mais Éric Coquerel, on ne comprend pas. Vous demandez aujourd'hui à la jeunesse de descendre dans la rue ? On dit à la jeunesse de défendre ses intérêts, et de descendre dans la rue. Qui sont ceux de l'intérêt général en plus. Est-ce que c'est l'intérêt général de Jean-Luc Mélenchon ou c'est l'intérêt général Non, c'est l'intérêt général du pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, la politique qui est mise en place, que ce soit, moi je suis à la commission finances, le budget, on va peut-être en parler, le budget est absolument terrible. 9 milliards de cadeaux au capital, et c'est nous qui allons payer la note, nous tous. Bon, ça c'est insupportable. Je l'ai dit tout à l'heure, la casse du code du travail, l'inversion des normes, c'est-à-dire le fait que la loi désormais soit assujettie aux accords d'entreprise qui renvoient à des rapports de force dans les entreprises dont on sait qu'ils sont inégaux. Cette sélection à l'université, la baisse de l'APL, etc., tout
ça est insupportable. Oui, descendez dans la rue, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Bah oui, on dit de se mobiliser. Maintenant, nous n'avons pas, nous, France Insoumise, et nous l'avons entendu, c'est pas à nous de déclencher, par exemple, les grèves. C'est pas notre ressort. Nous ne sommes pas, c'est pas notre, j'allais dire, nous ne sommes pas là, nous n'avons pas cette légitimité. Ça, c'est les organisations syndicales. J'ai vu qu'il y avait un appel pour le 16 novembre. J'espère de tout cœur que cela va fonctionner, que cela va être plus important que les précédents. Vous les soutenez? Bien sûr qu'on les soutient. Mais au fond, est-ce que ça se passe dans la rue? Aujourd'hui, on voit que sur tous les sujets du moment, sociétaux, sociaux, là, le harcèlement récemment, ce sont les réseaux sociaux, c'est le numérique qui fait bouger les choses. Donc, est-ce que vous croyez qu'on peut encore, en 2017, mobiliser comme en 2005 pour le CPE? J'ajoute que sur le CPE, la génération CPE, ceux qui avaient 16-25 ans à l'époque, ce sont ceux qui ont le plus voté Macron à la présidentielle. Ouais, Donc, au deuxième tour. Hein. Au premier, 28%. Oui, mais vous savez, moi je crois une chose, les deux sont nécessaires. Voilà. Les réseaux sociaux ne suffisent pas, mais permettent par contre, j'allais dire, de créer un terreau qui permet justement d'échanger, de s'informer, de se mobiliser. Et puis à un moment donné, il faut que quelque part se concrétise le rapport de force. Nous pensons que le gouvernement n'a pas de majorité en réalité pour appliquer cette politique. Pourquoi? Parce que le président de la République a été élu au deuxième tour face à Marine Le Pen. Les gens n'ont pas voté pour casser le code du travail, ils n'ont pas voté pour l'austérité, ils n'ont pas voté pour la sélection université, ils ont voté pour battre Marine Le Pen. À partir de là, quelque part, il faut à un moment donné montrer cette majorité. Bien là, le problème, c'est la proximité de l'élection présidentielle qui a légitimé le président de la République. C'est sûr que ça complique les choses. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il a avancé comme un bulldozer. En 5 mois. En 5 mois, c'est-à-dire que je vous fais remarquer par exemple que c'est une technique qui est très bien mise au point. La semaine dernière, par exemple, on a siégé vendredi samedi jusqu'à 5h du matin pour passer rapidement le projet de loi finance sur la sécurité sociale. Bon, mais ça, c'est pas quand vous passez comme ça en force, quand vous accélérez les rythmes, ça a un objectif. Un groupe de 17 députés comme le nôtre, ou de 11 ou de 15 députés comme le groupe communiste, face à plus de 300 personnes, inutile de dire où se situe la fatigue, où à un moment donné se situe, j'allais dire, cette espèce de marche en avant dans l'Assemblée qui permet de passer des lois rapidement. Donc ça, c'est une technique qu'ils ont utilisée, mais je crois que à un moment donné, ça ne peut pas suffire. Voilà, il y a un mur de mécontentement, il faut arriver à le faire émerger. C'est ça, ma dernière question sur Jean-Luc Mélenchon. Quand on a entendu hier, c'est vrai, avec un petit peu une voix un peu éteinte, il a des états d'âme ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Non, il n'a pas des états, mais on est comme tout le monde. On aimerait bien que justement ce qu'on ressent dans la société puisse bloquer le projet d'Emmanuel Macron, parce que c'est un projet grave pour la France. Mais vous savez, on a fait une proposition, elle tient toujours. Hein. On a mis sur la table à un moment donné l'idée d'avoir une très grande marche citoyenne, un week-end qui pourrait réunir justement tous ceux qui s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron, y compris derrière les syndicats. Bon, nous, on l'a toujours mis sur la table, on a rencontré les syndicats, on verra bien si à un moment donné ça revient. Pour l'instant, vous en êtes où? On avait dit quelque chose style fin novembre, enfin, les choses peuvent évoluer. Là, par exemple, ce week-end, j'étais à Stein. Le maire de Stein a fait une vente aux enchères symbolique de sa ville pour montrer ce qui serait nécessaire pour faire face à la politique d'austérité. Et il a par exemple parlé d'une grande marche qui pourrait partir, pourquoi pas de Seine-Saint-Denis, contre l'austérité vers l'Assemblée nationale. Il faut qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est par ce biais, sur les ordonnances, mais il faut qu'à un moment donné, tous ceux qui sont mécontents de cette politique puissent montrer leur force et puissent se sentir forts. Ça, je crois que c'est quelque chose qui pourrait changer la donne. Matin, par exemple, de Stein à l'Assemblée nationale, ça pourrait être la marche. Par exemple, ça pourrait être ça, mais nous, on a mis aussi, et ça reste valable, l'idée de bloquer les ordonnances. Tout ça est sur la table. France Insoumise, quelque part, en l'ayant fait, a fait son travail. Bon, après, à chacun de voir si on peut se retrouver derrière ça. Mais je n'exclus pas quand même une chose, c'est qu'à la rentrée, la jeunesse finisse par bouger dans les universités. Ça sera aussi évidemment un des paris importants. C'est Éric Coquerel, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui est notre invité politique ce matin. Public Sénat, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les uns des radios. Et TV5 Monde, Éric Coquerel, 2 jours après la déclaration de l'indépendance de la Catalogne, les manifestations s'enchaînent, se poursuivent. Emmanuel Macron, lui, soutient Madrid, beaucoup de pays européens également. Et la France Insoumise, elle soutient qui? Nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas faire face à une volonté populaire, au moins d'une partie du peuple de Catalogne, par la répression, par la violence, par un jusqu'au boutisme comme le fait le gouvernement de M. Rajoy. Voilà. Donc ça, c'est pas la solution. Je veux dire, passer en force. Et vous proposez quoi? Alors, ce qu'on propose, c'est qu'on dit toujours, en réalité, la solution, c'est le peuple, c'est le vote. Donc s'il doit y avoir pourquoi pas?
peut y avoir des élections, il peut y avoir... C'est prévu. Un vrai référendum. Oui, mais il peut même y avoir un référendum. Un vrai référendum. Un vrai référendum. Je veux dire, en tout cas, tout est mieux que la confrontation. Mais la deuxième chose que nous disons aussi, c'est que ce qui se passe en Espagne, et ce qui peut se passer dans d'autres pays en Europe, je pense en Italie, je pense même, c'est le délitement d'un consentement et d'une cohésion nationale. Et justement, il est fait par quoi? Il est fait par le fait que l'Espagne, c'est pas hasard si l'Espagne vient de vivre, continue à vivre une cure d'austérité sans précédent, de dérégulation, et qu'à un moment donné, eh bien, ça fait exploser les consentements dans un pays. Voilà ce qu'aujourd'hui a vécu l'Espagne. Donc nous disons, la solution c'est le peuple, mais vous savez, pour l'Espagne, il y a aussi quelque chose qui devrait être mis en place, travaillé, ce que proposent nos amis de Podemos, c'est-à-dire l'idée que la République et une constituante qui donne la parole au peuple espagnol sur la façon dont il veut s'organiser serait certainement la solution par rapport à ce que fait aujourd'hui M. Rajoy dans le cadre d'une monarchie. Pascal Jalabert. Oui, on voit bien qu'en Europe, les nationalismes montent à l'Est. En Espagne, c'est du régionalisme. En Italie, peut-être aussi. En France, certains veulent décrocher le drapeau européen de l'Assemblée. Donc, le modèle de Schuman et Delors, il ne fonctionne plus. Par quoi il faut le remplacer ? C'est sûr que le modèle actuel de construction de l'Union européenne tel qu'il est ne fonctionne pas. Ça, je peux vous le dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre les peuples en concurrence les uns contre les autres sans, à un moment donné, avoir des conséquences. Parce que c'est ça, les traités. Cette espèce de dumping permanent, aucune harmonisation sociale et fiscale permise, le fait d'avoir comme règle d'airain l'austérité imposée au peuple, quelles que soient les conditions économiques de chaque pays, tout ça, à un moment donné, va exploser. Tout ça ne peut que susciter les nationalismes. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut une autre construction. Il faut une autre construction européenne qui a pour objectif un mieux-être en termes social, démocratique, écologique. C'est exactement tout l'inverse du grand marché libre qu'on nous construit, qui en réalité n'arrange que la finance, plus certains États qui effectivement savent en profiter. Mais il faut garder l'union ? Il faut essayer de... En tout cas, cette union-là, je veux dire, telle qu'elle est, celle des traités, celle de ces traités, il faut en sortir. Si on veut construire autre chose, il faut sortir de ces traités. Bien. Et donc, j'allais dire, même sinon, de toute façon, vous allez voir qu'un jour, tout ça va exploser, et exploser de la pire façon qui soit. C'est-à-dire celle, effectivement, de retour de nationalisme, celle y compris, pourquoi pas, de retour de conflit. On ne peut pas construire une Europe contre les peuples. Et ce que nous disons, nous, c'est qu'entre les traités et les peuples, on choisira toujours les peuples. Voilà, ça c'est notre ligne de force, mais au service d'une autre coopération européenne. Nous sommes évidemment pour une autre coopération européenne de solidarité. Le drapeau européen à l'Assemblée nationale, vous en faites toujours un combat, vous voulez toujours le retirer ? Oui, on savait bien que ça passerait pas. C'est symbolique, mais voilà. Mais est-ce que vous continuez votre combat ? Ça fait parler, vous savez, ce drapeau européen, donc, comme ça, grâce à notre action, beaucoup ont compris que c'était pas... Les petites étoiles n'étaient pas les différents pays européens, c'était un symbole lié à la Vierge Marie. Donc, vous voyez, il y a peu de gens ont appris quelque chose. Et vous connaissez le fait que nous sommes acquis à la laïcité, que nous ne voyons pas ce que vient faire une confession dans un symbole européen. Mais au-delà de ça, c'est surtout une façon de débattre, de poser la question, de dire cette construction-là, elle va dans le mur. Et la solution n'est pas aussi ce que nous propose M. Macron, c'est-à-dire l'idée d'une Europe toujours plus intégrée de l'argent, d'une Europe de la défense qui aurait pour adversaire la Russie sous influence de l'OTAN. La solution, c'est justement de rebâtir, de reconstruire une Europe au service des peuples. Oui, à propos de laïcité, vous avez une députée, Danielle Obono, qui dit qu'elle n'est pas gênée par le fait qu'un homme refuse de s'asseoir après une femme au volant d'un autobus. Elle n'a pas dit ça, mais enfin bon, qu'importe. Enfin oui, elle n'a pas dit ça du tout. Qui dit que les signes religieux dans l'espace public, il faut les tolérer. C'est pas la ligne des insoumis. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Alors, soit on reprend les propos, oui. Mais alors là, si c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme... Non, c'est pas ce que Danielle Obono a dit. Ce que Danielle Obono a dit, c'est que... il fallait considérer l'acte et le juger en tant que tel, c'est-à-dire comme un acte sexiste, évidemment répréhensible. D'accord, il n'est pas admissible, quelle que soit, je veux dire, la religion ou quelle que soit la motivation d'agir de la personne, de ne pas vouloir conduire un car parce qu'une femme aurait conduit ce car précédemment. Mais je vous fais remarquer qu'il y a eu un désintox de Libération qui met en question même ces témoignages. Donc il faudrait voir ce qui a vraiment eu lieu, est-ce que c'est fréquent ou pas, etc. Et évidemment, pour ma part, je condamne... la laïcité, pour vous, c'est intouchable, c'est-à-dire on ne porte pas de signes religieux. On ne porte pas des signes religieux dans tous les endroits où se fait la formation de nos citoyens, c'est-à-dire à l'école, dans l'école primaire, etc. Et à l'université aussi ? Oui,
Non, c'est pas la même chose. La loi, nous sommes pour la loi de 1905. Non, mais la question n'est pas là. Nous sommes pour la loi de 1905. Nous sommes pour faire en sorte que la laïcité garantisse la liberté de conscience. Et pour garantir la liberté de conscience, eh bien, il faut à un moment donné que les religions restent dans le domaine privé, ou en tout cas dans un domaine, y compris public, qui, j'allais dire, ne s'impose pas à toute la population et n'impose pas une vision communautariste des choses. Voilà, c'est ça la ligne de fracture. Et il nous semble qu'elle est assez compréhensible et que notamment des jeunes, quand ils sont en formation citoyenne, quand quelque part ils apprennent des choses, eh bien, il n'est pas à considérer leur petit voisin avant tout comme un catholique, un juif, un athée, mais comme quelqu'un à côté de lui, un citoyen français en formation comme un autre. Éric Coquerel, je voulais juste vous entendre sur le décès de Didier Motian, cofondateur notamment du MDC, compagnon de route de Chevènement et inventeur du logo Le Point et la Rose du Parti Socialiste. Ouais, j'ai dit que j'étais très triste là-dessus. Didier a non seulement été un des fondateurs du PS, un cofondateur du CRS, c'était un grand républicain, un grand laïc et un grand socialiste au sens où je l'entends. Voilà. Donc j'ai dit que c'était des hommes dont la gauche pouvait être fière, justement. La gauche telle que je l'entends. Éric Coquerel, une dernière question. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a proposé un certain nombre de mesures, notamment la fusion ou du moins la mutualisation entre les antennes régionales de France 3 et du groupe France Bleu de Radio France, qui pourrait faire donc l'objet d'économies. Est-ce que vous êtes à la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous êtes favorable à des mesures d'économie drastiques dans le service public de télévision? Non. Le service public de télévision est absolument indispensable, notamment les antennes locales d'information, parce que c'est la garantie d'un respect, enfin en théorie, d'un respect du pluralisme de l'information, qui ne soit pas justement assujetti aux grands groupes qui de plus en plus monopolisent les médias audiovisuels. C'est au moment où vous allez lancer, où la France Insoumise va lancer son propre média, hein, le média citoyen, c'est ça? Là aussi pour garantir le pluralisme, justement. Sur une chaîne de télévision, sur Internet. Enfin, c'est pas France Insoumise, ça va être indépendant. Mais non, c'est pas France Insoumise qui le lance, c'est important de le dire. Et la ligne éditoriale sera quand même... c'est des personnalités qui ont été proches de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, soit dans la campagne, mais vous verrez que ça donnera... Ça ne sera pas une chaîne pro-Mélenchon? Non, ça sera une chaîne indépendante qui veut justement garantir un pluralisme et deux personnalités qui ont été proches de ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Et puis vous les interrogerez en tant que tels, vous les inviterez ici. Vous verrez, c'est très intéressant comme projet. Merci beaucoup Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, eh bien nous passons maintenant au débrief des propos de notre invité, Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et puis pour débriefer ses propos et puis aussi l'actualité, je réaccueille Hubert Coudurier qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info. Vous êtes le directeur de l'information du Télégramme et président de TBO, Télé Bretagne Ouest. Merci d'être là. Et j'accueille Pierre Dumazeau de Valeurs Actuelles, qui est venu l'année dernière sur ce plateau, qui n'était pas revenu. Et donc merci d'être là aujourd'hui. On démarre tout de suite avec la réforme de l'accès à la faculté. Donc la ministre Frédérique Duval ne prononce plus le mot de sélection. Et vous avez entendu Pierre Dumazeau, Éric Coquerel, lui, ça lui plaît pas du tout ce mot de sélection. Non, ça lui plaît pas et c'est pas surprenant là. Éric Coquerel, il était dans la ligne typique, disons, de son parti politique, d'autant plus qu'on sait que la jeunesse, c'est un vivier, un réservoir à vote pour l'extrême gauche et pour la France Insoumise. Donc, évidemment, lui, il attend qu'une chose, et il l'a dit un petit peu à demi-mot, c'est cette mobilisation des étudiants. Effectivement, la France Insoumise attend que ça, peut-être aussi pour redonner du souffle à leur propre manifestation, qui était un petit peu en échec ces dernières semaines. Donc. Il l'a dit tout de même très clairement, que c'était une sélection déguisée, il a employé le mot, il a dit c'est du filtrage même. Oui, alors après, c'est un petit peu joué sur les mots. Comme il l'a dit lui-même, peut-être attendons de voir la clarification et les textes quand ils seront sortis. Mais c'est vrai que de la part d'Emmanuel Macron, de toute façon, il y a des réformes qui ne disent pas tout à fait leur nom. Donc je ne serais pas vraiment surpris si une sélection à l'université était instaurée, ça c'est sûr. Il est centriste, Emmanuel Macron, sur ce dossier-là ?
Non, mais on est là avec Éric Coquerel, on n'est pas dans les discours fleuves à la Castro, mais on est dans l'idéologie la plus pure. La sélection, si on ne l'organise pas de façon intelligente à l'entrée, elle se fait, et c'est la vie qui l'a fait dès la fin de la première année. Donc, vouloir se préoccuper des jeunes, c'est aussi vouloir se préoccuper de leur avenir, plutôt que d'en faire une réserve électorale passive et manipulable qui va dans le mur en permanence. Le CPE, contre lequel les prédécesseurs de la France Insoumise se sont levés, il a fini par être... Il a été abandonné, parce que Chirac a fait preuve d'une grande lâcheté, mais au final, même Ségolène Royal a reconnu qu'il aurait pu être utile. Donc, de quoi parle-t-on ici? Est-ce qu'on est dans la réalité, ou est-ce qu'on est dans une politique politicienne? Est-ce qu'Emmanuel Macron, le Premier ministre, adoucissent les choses? Est-ce qu'ils sont centristes? Non, mais Macron, il est habile. Il est habile. Certains diront, effectivement, comme M. Coquerel, que son programme, c'est une catastrophe économique annoncée, et d'autres, au contraire, qu'il n'est pas assez radical pour pouvoir avoir des effets sur l'économie. Donc il est entre les deux, il navigue au mieux, et il évite d'utiliser les mots qui fâchent. Alors, deuxième sujet d'actualité abordé avec notre invité politique, donc Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, la déclaration d'indépendance de la Catalogne, Pierre Dumazo. Alors, les manifestations s'enchaînent. Emmanuel Macron, lui, soutient Madrid, de nombreux pays européens. Et la France Insoumise, elle a une position qui fustige l'Europe, puisqu'il dit aujourd'hui que l'Union européenne ne fonctionne pas et que l'Union européenne, au fond, suscite les nationalismes. Oui. Ça, sur le compte de l'Europe. Elle est un peu curieuse, cette position. C'est-à-dire que ce matin, moi, j'ai l'impression qu'Éric Coquerel, il a répondu sans répondre, c'est-à-dire tout à fait à côté. Parce que, évidemment, les images de violence, on les a toutes vues, donc on peut pas dire vive l'indépendance catalane, mais d'un autre côté, ils peuvent pas dire non plus, ils seront pas du côté de Madrid, en tout cas, parce qu'on sait très bien que le référendum catalan, c'est poussé... Il a dénoncé Mario Rajoy, très clairement. Voilà, et c'est poussé par la gauche radicale en Espagne et en Catalogne. Donc là, Éric Coquerel, c'est vrai que, et même la position de la France Insoumise d'ailleurs, préfère attaquer, entre guillemets, un petit peu à côté, disons, l'Union européenne, la symétrise, plutôt que de dénoncer clairement... L'Union européenne ne fonctionne pas, il suscite les nationalistes. C'est-à-dire que c'est plus facile de dire ça que de dire le référendum catalan est illégal au regard de la Constitution espagnole, et donc ça n'a pas de valeur juridique. Mais il est l'allié de Podemos, au fond. Non, mais il a raison, Éric Coquerel, là-dessus, je suis d'accord avec lui. Ce sont la France Insoumise, ils sont d'abord nationalistes, donc l'Europe voit passer les trains comme d'habitude. En l'occurrence, c'est un problème entre les Espagnols. Et effectivement, il y a une crainte, c'est celle de la violence, d'une spirale de la violence. En même temps, on s'aperçoit quand même que depuis une quinzaine de jours, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs qui s'exercent. La position de Rajoy a été critiquée parce qu'elle était dure, et en même temps, c'est appuyé par le roi, Philippe VI, mais en même temps, c'est ça qui a fait bouger les choses, et peut-être qui oblige les indépendantistes catalans à mesurer leurs responsabilités. Et au final, on peut espérer que la raison finira par prévaloir, mais c'est entre les Espagnols et entre les Catalans eux-mêmes que les choses se joueront. Nous, on regarde, on peut craindre qu'un tel phénomène se reproduise en France ou ailleurs, encore qu'on n'a pas du tout la même tradition historique, mais on est totalement passif. Pierre Dumazo, Éric Coquerel a parlé de Podemos. Il y a visiblement là des accointances idéologiques, on le sait, mais aussi des relations entre ces deux partis, entre la France Insoumise et Podemos. Bien sûr, je pense qu'ils se sont parlé. Ils se parlent, et en tout cas la France Insoumise s'est évidemment inspirée de Podemos pour créer des différentes plateformes, différents moyens et modes d'action. Ils sont beaucoup inspirés de ça, et force est de constater que ça a marché. Mais après, effectivement, c'est pour ça qu'Éric Coquerel, à mon avis, il a un peu de mal, il est un peu... Il est plus proche de Ciudadanos que de Podemos. Disons pas gêné, mais sur ce référendum catalan, c'est sûr qu'il y aura pas le double discours, mais il préférera attaquer sur l'Europe, c'est la faute de l'Union européenne, plutôt que de dire, je le répète, que ce référendum est illégal, ça c'est sûr. Un mot sur le positionnement politique de la France Insoumise. Vous avez entendu les intervieweurs ce matin, Michael Zamès et Pascal Jalbert, ont posé la question sur le fait de savoir si Jean-Luc Mélenchon était en forme, s'il avait le moral. C'est vrai que les dernières prises, les interventions publiques de Jean-Luc Mélenchon avaient l'air atténuées par rapport au personnage qu'on a connu pendant la campagne présidentielle. Était tout à fait un peu plus terne, un peu plus maussade que d'habitude.
Peut-être que ça va être un nouveau Jean-Luc Mélenchon, un peu plus calme, un peu moins nerveux. Qui se présidentialise, voilà, c'est ça que vous voulez dire? Qui se calme, qui voit un peu l'avenir. Mais après l'ivresse, le retour aux réalités est forcément quelque chose de pénible. C'est un atterrissage dans la sphère du réel. Et Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il serait encore pour un certain temps un grand opposant de talent, mais pas plus. Mais opposant, oui, absolument. On sent qu'il y a une espèce de gueule de bois après l'ivresse des 19%, après le groupe à l'Assemblée nationale. Là, retour aux réalités de septembre avec des manifestations syndicales qui ne mobilisent pas énormément, sa voix qui peine de plus en plus à se faire entendre, bien que ce soit l'opposant utile d'Emmanuel Macron et quand Macron, on fait tout pour qu'il le reste. Mais oui, il sent bien qu'il y a un petit... Parce qu'il y a quand même, je crois, chez Emmanuel Macron, la chance d'Emmanuel Macron, c'est quand même d'être en phase avec une réalité historique et d'une prise de conscience de la société française qui lui a permis d'être élu et de faire passer un certain nombre de choses qui jusqu'à présent ne passaient pas. Il arrive un moment où la réalité finit par imprimer les esprits, même les plus rebelles. Pierre Dumazo, est-ce que c'est pas aussi la proximité de l'élection présidentielle quand même? Emmanuel Macron, il est très légitime. Il l'a d'ailleurs un peu reconnu. Vous avez entendu Éric Coquerel. Il a dit... il a du mal avec ça. Il est légitime. Il a été élu président de la République par la voie démocratique. Non. Il est évidemment légitime, mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'abstentions. On sait qu'il y a eu une assemblée élue avec 62% d'abstention au second tour. Moins d'un Français sur deux s'est déplacé au second tour pour aller voter pour notre assemblée. Donc légitime, oui, parce qu'il a été élu par la voie démocratique, mais quand même, Jean-Luc Mélenchon s'attendait à beaucoup plus de contestations, mais là où en 2007, en 2012, les abstentionnistes et ceux qui ont voté contre étaient énervés, étaient prêts à descendre dans la rue, là, les gens sont simplement, à mon sens, résignés. C'est pour ça que Pascal Jalabert a parlé, lui, du rôle des réseaux sociaux, au fond, qui remplace une marche dans la rue ou une manifestation, Hubert Coudurier. Et qu'au fond, c'est dans les réseaux sociaux que s'expriment ces oppositions fortes aussi. Les réseaux sociaux représentent incontestablement une nouvelle force démocratique avec laquelle il faut compter. En même temps, on voit bien qu'il charrie le meilleur comme le pire, et que finalement, quoi qu'on en dise de l'élection au suffrage universel, de ses limites, de l'abstention, du fait qu'il s'est présenté contre Marine Le Pen et qu'il y avait un certain nombre de gens que ça a motivé pour voter pour lui, il a été élu, et c'est aujourd'hui, la démocratie reste le moins mauvais des systèmes. Et je pense qu'il y a une lassitude de l'opinion vis-à-vis de ces joutes oratoires qui ne mènent à rien, et surtout pas à l'amélioration de la situation économique du pays. Pierre Dumazo, vous êtes d'accord? Oui, c'est-à-dire que je pense que les gens sont vraiment résignés. Là où à l'époque ils étaient énervés, où il y avait un pouvoir de manifestation, de blocage, là les gens en ont marre. Il y a peut-être on sort aussi d'une énorme séquence politique. Donc, ils sont en vacances cette semaine. Voilà, aussi, il y a des vacances, donc il faut peut-être aussi laisser les gens un petit peu respirer. Merci Pierre Dumazo de Valeurs Actuelles, vous reviendrez sur ce plateau quand vous voulez. Merci Hubert Coudurier du Télégramme. On va tout de suite passer à la séquence de notre partenaire TV5 Monde, le Zap Monde, avec ce qui s'est passé dans le monde, résumé en quelques minutes ces dernières heures. On la regarde ensemble. Un air célèbre repris par les manifestants. Pour eux, pas de doute, l'Espagne doit rester unie. Nous faisons partie de la majorité des Catalans qui ne sont pas indépendantistes, qui ne veulent pas d'une république indépendante parce que nous sommes l'Espagne. L'information s'est vite propagée via les réseaux sociaux et notamment sur le compte du directeur du centre de presse qui porte le nom de Norbert Zongo, pour qui la nouvelle a fait énormément plaisir. Même réaction dans les cafés et les maquis où certains ont même levé les bras au ciel en criant enfin. Il faut savoir que l'affaire Norbert Zongo touche encore énormément les Burkinabés, même si sa mort remonte à près de 19 ans. L'Irak ne croit plus aux droits des Kurdes. L'Irak a utilisé les référendums d'indépendance kurdes comme un prétexte pour attaquer le Kurdistan. Celui que l'on surnomme le père du Kurdistan irakien prend acte de la crise sans précédent qu'il a créée avec Bagdad. Depuis le référendum pour l'indépendance de la région qu'il a organisé fin septembre, la crise n'a cessé de s'envenimer entre les autorités kurdes et le pouvoir central. On attend de la France depuis 23 ans que la France prenne ses responsabilités par rapport à son rôle dans le génocide qui a endeuillé ce pays. La France a fait beaucoup de mal au Rwanda. Et ce n'est pas à coup de faux procès, de faux rapports, etc., que la France va changer son rôle. Vous savez, nous, les Rwandais, nous avons dû
nous confronter à nous-mêmes. Je pense que la France devrait faire la même chose. Les sauveteurs défilent unis. Un hommage aux 230 victimes du séisme de septembre dernier. Je pense que c'est un bel hommage. Surtout pour ceux que nous avons perdus dans le tremblement de terre. Mais l'hommage aux morts n'est pas triste. Il se fait en musique et en dansant. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment demain matin. Merci à tous, bonne journée.